Voilà, donc on va continuer notre propos en essayant maintenant de mettre en évidence, en fait, qu'est-ce qui a changé depuis 1971 et qu'est-ce qui fait que tout d'abord en 2004 et puis maintenant en 2008, il y a un réel courant de réforme qui va tenter et essayer de révolutionner l'approche de la formation professionnelle continue. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1971, il y a eu des transformations extrêmement significatives de la population active française. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais néanmoins, et vous le savez au premier chef, on continue à voir une lente diminution de l'emploi agricole, on continue à voir aussi une lente diminution de l'emploi ouvrier et parallèlement le développement, je dirais, des employés, le développement des cadres et des professions intermédiaires et progressivement l'élévation du niveau de formation initiale. Donc ça c'est vrai. Mais ceci dit, au moins quand on arrive fin des années 90, la formation, le niveau de formation initiale reste faible en France. Vous le sachiez, 19% de la population active sort du système sans aucun diplôme et 66% de la population sort avec un niveau de diplôme inférieur ou égal au CAP ou au brevet des collèges. Alors l'évolution est lente, mais de là à combler le retard, il y a tout de même un effort qui est nécessaire. Deuxième grand constat qu'il faut faire, c'est qu'on commence à avoir une concurrence des générations qui s'installe et on voit un écart qui se creuse entre une population jeune, normalement de plus en plus diplômée, et une population âgée non diplômée. Alors, ça a un impact pas négligeable sur l'emploi. Si vous allez observer l'emploi non qualifié dans les entreprises, vous allez voir que de plus en plus, l'emploi non qualifié est tenu par des gens surqualifiés par rapport aux besoins de ces emplois-là. Troisième chose qu'on voit apparaître, c'est l'impact de la réalité des mobilités et des ruptures professionnelles. Là où avant la vie au travail était un long fleuve tranquille, ou au moins on peut l'imaginer comme ça, comme on l'a pas vécu, je dirais, et là où la formation continue était juste là pour répondre à des besoins quantitatifs et accompagner des mutations, aujourd'hui la formation continue, elle doit permettre de reconvertir des salariés suite à des ruptures ou en situation de mobilité, sans nécessairement avoir des cibles claires pour ces reconversions-là, quoi. Donc il y a vraiment un changement de modèle dans la gestion aussi du développement des qualifications. Alors, il va y avoir un premier mouvement de réforme avec la législation de 2004, la loi du 4 mai 2004, et puis un ensemble de dispositifs associés qui, elles, vont vraiment introduire une nouvelle révolution suite à celle de 71. Alors, révolution d'abord dans la définition et la répartition des responsabilités, parce que c'est réellement avec les législations de 2004 que les collaborateurs, les salariés, les personnes deviennent responsables, alors c'est le terme, de leur projet professionnel. Alors ce qui sous-entend qu'ils en aient un, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui sous-entend qu'il faut les aider à le construire, et par ailleurs, ils ont aussi la responsabilité et l'initiative pour une partie de leur formation, avec les bilans de compétences partiellement, mais surtout le droit individuel à la formation. Deuxième type de révolution que va introduire la loi de 2004, c'est une révolution dans la relation entre manager et managé. C'est avec l'intégration et le développement progressif de l'entretien professionnel, on sent bien qu'on passe à une forme de management contractuel dans les entreprises de façon générale. Troisième révolution, l'ingénierie de formation. Et là, on commence à retomber sur des choses qui vont nous intéresser dans la suite de la matinée. L'ingénierie de formation doit intégrer de plus en plus des dimensions nouvelles pour elle. Des dimensions de la stratégie socio-économique de l'entreprise, la dimension de l'optimisation des budgets et des moyens disponibles, la dimension de la contractualisation des actes de formation, la dimension de la reconnaissance des acquis, de systèmes d'évaluation de plus en plus normés.
ingénierie de formation et métiers de la formation qui de plus en plus vont aussi être emmenés sur le champ d'une obligation de résultat et non plus simplement d'une obligation de moyens. Donc, ce qui est aussi pour certains une nouveauté. Dernière chose à dire, c'est commence à apparaître le temps hors temps de travail comme étant un temps possible de ressources. Alors, c'est simplement pour mémoire, parce qu'on en a déjà cité un certain nombre, je dirais, les principales voilà, les principales mesures, je dirais, de la loi de 2004, c'est essentiellement le DIF, hein, le célèbre DIF, on en dira un mot après, tout ce qu'est la formation hors temps de travail, avec la définition de ces conditions, l'entretien professionnel dont je parlais, je signale simplement que l'entretien professionnel, en fait, ne fait pas partie de la loi, mais était présent et est présent dans un certain nombre d'accords professionnels. Ensuite, tout ce qui renvoie aux contrats et périodes de professionnalisation qui remplacent les anciens contrats en alternance et qui élargissent un peu leur public. Alors, et on y rajoutera aussi un recours facilité à l'apprentissage. Alors, si on essaye de faire le point aujourd'hui, parce que aujourd'hui 2008, de ce que le législateur et les partenaires avaient voulu faire avec les lois de 2004, on constate une mise en œuvre beaucoup plus lente que prévu d'un certain nombre de dispositifs. On va prendre par exemple le cas du droit individuel à la formation qui pour l'essentiel, n'a concerné que des grandes entreprises, très peu par ailleurs. Il faut quand même savoir que la part du droit, enfin du DIF dans l'activité des organismes de formation, c'était 1,2% de leur activité en 2005, c'est 4,4% de leur activité en 2007. C'est-à-dire c'est juste anecdotique, parce que le droit individuel à la formation, je vous rappelle que ce sont des droits qui sont cumulables sur 6 ans, avec un maximum de 120 heures. Alors tant que les entreprises ne voient pas arriver le plafond de 120 heures et des salariés qui, à leur initiative individuelle, vont pouvoir demander à en bénéficier, il y a pour certains nombres une tendance à jouer la politique de l'autruche. Autre grand dispositif amorcé par 2004, c'est tout ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience, ce qui a pris la place de la VAP, etc. Bon, ça a quand même touché que 4% des salariés en 2006, donc ça fait pas beaucoup. Enfin, les budgets de formation, par contre, sont en progression forte. Et pas toujours parce que les coûts des organismes de formation augmentent, mais sachez quand même que le budget de la formation professionnelle, il est passé de 1,5 milliard d'euros en 1976 à 25 milliards d'euros en 2007. Donc c'est quand même une évolution significative. Donc ce qui va générer toute une série de critiques assez vives en ce qui concerne l'organisation de la formation professionnelle d'une part et d'autre part les résultats que peut produire ce système de formation professionnelle continue. Arrivé